Fermez les yeux. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque je vous dis le mot juif? Vous imaginez-vous des personnages comme Rabbi Jacob, portant le chapeau, le costume noir et blanc et les papillotes orthodoxes, ou des artistes comme Enrico Macias, chantant leur douce jeunesse en Afrique du Nord? Salivez-vous un peu devant le gefilte fish, la tfina ou la pkeila de votre mère? Vous rappelez-vous vos cours d'histoire sur le Veldiv et des récits de vos grands-parents sur leur départ du Maghreb? Si vous vivez en France, il est probable que votre expérience du judaïsme soit un mélange des cultures ashkénazes ou européennes et séfarades ou nord-africaines. En effet, 70% des juifs français s'identifient comme séfarades et 30% comme ashkénazes. Mais malgré le fait que différentes traditions se soient développées dans la diaspora, souvenez-vous bien que les juifs sont autochtones du Moyen-Orient. En fait, le terme juif vient de Judéa ou Yehuda, le royaume juif datant de l'âge de fer dont les vestiges se trouvent enterrés juste en dessous de l'actuel Israël. Au IIe siècle, les conquérants romains écrasèrent les dernières tentatives de rébellion juive dans la région. L'exil des juifs qui en a résulté dure depuis près de 2000 ans, créant une diaspora éparpillée aux quatre coins du monde. Les juifs qui se sont rendus en Asie du Sud-Ouest et en Afrique du Nord sont connus sous le nom de Mizrahim, orientaux. Pendant des siècles, ces juifs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont vécu et travaillé, prospérant ou souffrant, en tant qu'invités dans des pays étrangers, leur destin étant lié au bon vouloir de dirigeants souvent hostiles. Comme les juifs du monde entier, les juifs Mizrahim ont rêvé de retourner sur leur terre ancestrale, dirigeant chaque jour leurs prières vers Jérusalem. Ce rêve est devenu une nécessité urgente à mesure que la Seconde Guerre mondiale approchait de leurs frontières. En 1941, l'idéologie nazie avait conquis l'Europe et parvenait au Moyen-Orient violemment. Après une tentative de coup d'État ratée, les leaders fascistes irakiens se sont vengés en déversant leur colère sur les juifs du pays, commettant meurtres, mutilations, viols et pillages lors d'une vague de violence connue sous le nom de Farhoud, en arabe dépossession violente. Sous le régime collaborationniste de Vichy, les juifs d'Afrique du Nord ont été déchus de leur citoyenneté. Des milliers ont ensuite été déportés dans des camps de travaux forcés où ils furent terriblement maltraités. En 1945, l'Europe était en ruine et ses communautés juives anéanties. Et tandis que des réfugiés traumatisés affluaient en Palestine, l'ONU s'apprêtait à voter un plan de partage en deux États distincts, l'un pour les Juifs et l'autre pour les Arabes, dans la mince bande de terre entre le fleuve du Jourdain et la mer Méditerranée. En réponse, les pays musulmans, de l'Égypte à l'Irak, jurèrent que si Israël venait à naître, les Juifs de la région en paieraient un lourd tribut. Un titre du New York Times de mai 1948 résumait bien la situation. Les Juifs en grand danger dans tous les pays musulmans. 900 000 font face à la colère de leurs ennemis en Afrique et en Asie. Mais les Juifs Mizrahim avaient un refuge sûr. Certes, leur destination était un pays minuscule et désespérément pauvre, plongé dans une guerre contre 6 nations beaucoup plus grandes. Et oui, ils débordaient de réfugiés et de survivants du monde entier. Mais c'était aussi le lieu vers lequel les Juifs avaient dirigé leurs prières. C'était, et ça reste encore aujourd'hui, le seul pays au monde à offrir un refuge à tous les Juifs sans distinction. Au total, près de 600 000 Juifs Mizrahim ont afflué en Israël entre 1948 et 1972. La plupart étaient démunis, leurs biens ayant été saisis par les gouvernements de leur pays d'origine. La valeur totale des biens volés aux Juifs Mizrahim par les gouvernements musulmans est estimée à 6,7 milliards de dollars actuels. Mais les Juifs Mizrahim qui ont émigré en Israël ont apporté avec eux un autre type de richesse, celle d'une culture riche. Ils parlaient arabe, marquaient les occasions avec des cérémonies du henné et lisaient la Torah avec des mélodies orientales. Cependant, pour l'establishment ashkénaze, les juifs Mizrahim ressemblaient beaucoup trop culturellement aux voisins peu amicaux d'Israël pour être considérés avec respect. De plus, beaucoup de laïcs méprisaient la piété des récents immigrants, qui s'accrochaient avec ténacité à leurs traditions religieuses. Comme vous pouvez l'imaginer, la transition vers la vie israélienne fut compliquée au début. Les millions d'immigrants du monde entier ont beaucoup mis sous pression les maigres ressources de l'État. Il n'y avait pas assez d'argent ou de place pour les loger tous. Alors le gouvernement israélien a créé des camps de transit temporaires faits de tôles ondulées appelées Ma'abarot. De nombreux dirigeants ont décrit les conditions des Ma'abarot comme catastrophiques. Bien qu'il n'ait pas été construit uniquement pour abriter des Mizrahim, 58% des juifs venus des pays arabes avant 1951 furent envoyés dans ces bidonvilles surpeuplés, contre seulement 18% de ceux venus d'Europe. La discrimination a persisté à mesure que l'État mûrissait, mais la résistance Mizrahi aussi. Des émeutes en 1959 ont finalement inspiré un mouvement connu sous le nom de Black Panthers, inspiré du groupe pour les droits civiques des Noirs américains du même nom. Peu à peu, les personnalités Mizrahim sont devenues beaucoup plus présentes dans le paysage culturel israélien. La chanteuse d'origine yéménite et mondialement célèbre Ofra Haza a donné à Israël la 2e place du podium à l'Eurovision de 1983. Un an plus tard, le rabbin Ovadia Yosef, d'origine irakienne et héros pour les Israéliens de tous horizons, a fondé un parti politique majeur appelé Chasse pour représenter les intérêts des Mizrahim sur la scène politique israélienne. Aujourd'hui, la culture Mizrahi est presque synonyme d'Israël. Allumez la radio et vous entendrez probablement les Silsulim et Mahawalim de la
musique traditionnelle mizrahite transposée sur de la pop moderne. Demandez à n'importe quel Israélien de citer un plat emblématique du pays et il vous parlera du malawar, pas des matzah ball. Il serait difficile de trouver un juif israélien, quelle que soit son origine, qui n'ait pas participé à une mimouna ou à une cérémonie du henné. Plus particulièrement en 2016, 20% des Israéliens étaient à moitié ashkénazes et à moitié mizrahi. Les fondateurs européens d'Israël n'auraient peut-être pas imaginé que leur pays aurait un jour plus de 50% de mizrahim. Ils n'auraient peut-être pas prédit la présence de politiciens mizrahim à la Knesset, de familles d'origine ethnique mixte dans un foyer sur deux, ou d'artistes mizrahim en tête des parades. Comme dirait l'écrivain Mahati Friedman, que nous soyons libres, à l'abri des persécutions et maîtres de nous-mêmes, ces choses-là sont nouvelles. Mais que nous soyons présents au Moyen-Orient, il n'y a rien de nouveau à cela du tout.